ton entreprise, ton club se développe parce que tu impulses. Tu crois en des choses, tu travailles pour. Mais très vite, tu as besoin de gens autour de toi qui sont câblés comme toi. Si tu les trouves, ça se développe. Moi, je me suis toujours attaché à deux choses une fois que tu as ça. Dans ma profession, j'ai très vite compris que ce qui ferait la différence, c'était le produit. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les produits. Quels sont les produits qu'on doit proposer? Et dans le rugby, j'ai très vite compris que c'était les joueurs et que donc il fallait passer un temps très important sur le recrutement. Et c'est vrai que j'ai passé une partie de ma vie à faire presque que du recrutement. Tu vois, ma vie se cantonnait à la gestion de mon entreprise, la gestion de mon club, et le reste du temps, en dehors de quelques soirées, quelques week-ends bien sûr, c'était de regarder des vidéos pour trouver les talents que les autres n'avaient pas vus. Salut à tous, notre face-à-face du jour nous emmène à l'Union Bordeaux-Bègles avec Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles qui nous fait l'amitié de nous recevoir ici au stade André Moga, à Musard. On connaît les lieux, ça a beaucoup changé. Beaucoup. Grâce à toi notamment Laurent, on va parler justement de ton parcours depuis 17 ans je crois à la tête de l'UBB. On va parler également de rugby bien sûr et puis de management des hommes puisque c'est ce qui t'anime autant dans ton parcours de rugbyman que également dans l'entreprise. Allez, à tout de suite, on se retrouve, on s'installe et bien sûr vous abonnez à la chaîne et vous nous suivez sur les réseaux. Tous les liens sont cliquables en bas de la vidéo. One, two, Trio. On est parti. Merci de m'accueillir. Ça fait 17 ans que tu as... 2007, hein, on est d'accord. 2007-2008, la première saison. Ouais. Je prends le club en 2007. Ouais. Président propriétaire, on peut le dire comme ça, du club de l'UBB, ce qui n'est pas tout à fait pareil que certains de tes collègues qui sont dans des institutions, soit ils sont salariés ou voilà, c'est différent. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Parce qu'en 2007, quand tu prends la direction de ce club, c'est plus qu'un pari quand même. Oui, c'est un vrai pari. Je suis le moins riche des propriétaires de clubs, hein. C'est important de le savoir. Ouais, c'est une histoire assez incroyable. Je suis de Bergerac. J'ai fait une année en Réchelle au Stade Toulousain. Je suis revenu à Bergerac. Et puis je repars à Toulouse pour mes affaires. Et là, c'est un copain qui me parle de l'Union Bordeaux-Bègles qui va se faire. Et c'est vrai que de l'extérieur, tu te dis, il y a Bègles. On connaît tous l'histoire de Bègles. Le Stade Bordelais, histoire beaucoup plus ancienne. Et tu dis, mais bon, le rugby à Bordeaux, ça avait périclité. Bègles était en Fédéral 1, Stade Bordelais était remonté en Pro D2. Bon bref, tu ne savais pas trop ce qui se passait dans le rugby à Bordeaux. Et puis ce copain m'en parle, puis un deuxième copain, et puis plein de rencontres. Et puis finalement, je décide de me lancer. Mais c'est vrai que les débuts ont été épiques. Tu viens là parce que tu as une passion, c'est ta passion de rugby qui te mène là ou quel est l'élément déclencheur en fait? Il y a deux passions. Il y a le rugby et le challenge. Le challenge qui a fait de moi un jeune chef d'entreprise, j'avais les deux. Quand tu as les deux, il vaut mieux être président qu'entraîneur, tu vois, parce que si tu as la passion du rugby et la compétence, tu peux toujours être entraîneur, mais d'abord, je n'avais pas la compétence et je n'avais pas l'envie. C'était vraiment, j'ai envie de replonger dans le monde du rugby, et puis en même temps, je suis quand même entrepreneur dans l'âme, donc j'ai envie d'un beau projet, d'un gros challenge, et Bordeaux, je trouvais ça comme un positionnement extraordinaire parce que grosse histoire, gros potentiel, mais club en difficulté. Donc je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que là, tu as... Parce que du coup, tu n'as pas d'attachement au territoire, tu n'as pas de connaissance particulière du territoire? Avec Bergerac, si. Parce que quand tu grandis à Bergerac, tu es sous influence bordelaise. Je dis qu'on est la fin de la banlieue de Bordeaux, tu vois. Tu fais Libourne, Saint-Émilion, Castillon, puis tu finis Sainte-Foy-la-Grande, tu finis à Bergerac. Et on sent des mentalités assez comparables, des belles villes qui ont une histoire, certaines bourgeoisies, qui sont des villes rugby, le vin. Donc quand même, si tu veux, j'étais pas... à la limite, j'étais plus dépaysé à Toulouse qu'à Bordeaux, surtout que bon, quand tu es bergeracois, quand tu vas en ville, tu vas à Bordeaux. Bergerac, c'est quand même une ville où tu as grandi, puis c'est une ville où tu as grandi dans le rugby, parce que ton papa aussi était président du club de Bergerac. Exactement. Moi, je suis foot à la base. Mon père est foot. Et puis je vais même jusqu'en cadets nationaux à Libourne, tu vois, à l'âge de 15 ou 16 ans. Bon, là, par contre, je reste 2 mois. Hein, puis je comprends que là, tout d'un coup, tu as passé un cap où tu n'es plus invité. Et mon père avait pris la présidence du club de l'USB, l'US Bergeracoise. Et je commençais à le suivre.
Et j'avoue que l'ambiance du rugby m'avait quand même interpellé, tu vois. Ça me faisait monter dans le bus, je vivais quelques retours de match, de victoire, et je trouvais qu'ils se marraient beaucoup, ces mecs-là. Donc ça m'interpellait. Et puis un jour, on a essayé de me faire jouer. Premier match, je n'avais jamais touché un ballon de rugby, je me rappelle contre Nancy, un Bergerac-Nancy. On me dit, t'as tes crampons, viens avec nous, je marque 5 essais, on m'avait mis à l'aile. Je dis, ouais, c'est sympa ce sport. Mais je continue un petit peu au foot. Bon, je vais jusqu'au cadet national de Libourne, je comprends que je ne suis pas invité, puis je bascule. Je me dis, non, je crois qu'en fait, j'ai vraiment envie de jouer au rugby et j'arrive en cours de cadet deuxième année. Mais c'est donc mon père qui m'avait quand même fait connaître ce sport. Donc 15-16 ans, c'est la bascule vers le rugby. Ouais. Et, voilà, et ton père, son implication à l'USB, elle était dictée par quoi Je ne saurais pas te dire parce que moi, quand il est président, j'ai que 13 ou 14 ans. Donc je ne sais pas pourquoi mon père prend la présidence de l'US Bergerac. C'est quelqu'un qui avait quand même réussi dans la vie, qui a fini directeur du Crédit Immobilier de Bergerac. On avait un maire, Michel Manet, qui pensait énormément au rugby, qui adorait ça. Et tu sais, donc à l'ancienne, le maire prenait une des figures certainement de la ville, il disait, monsieur, vous allez vous occuper du club de rugby. À mon avis, ça s'est passé comme ça. Et donc tu allais voir le Bergerac il y avait qui, Gérald Mailloux? J'ai joué avec Gérald. Quand j'arrive en cadet deuxième année à Bergerac, il y a Gérald Mailloux, 3/4 centre. Je lui dois beaucoup, tu sais, parce que moi j'avais juste des cannes. Et lui était un joueur hallucinant, extraordinaire. C'est de notre génération cadet, c'est le seul qui a percé vraiment. Voilà, qui est ensuite allé à Agen et qui a joué dans le grand Agen de la fin des années 80. Tout à fait. Tu sais que notre entretien, le principe, c'est qu'on prend le temps de parler. Là, on est rentré tout de suite dans le cœur du sujet. Est-ce que, on va faire un petit, mais il est entrecoupé cet entretien long de petits questionnaires, voilà, genre un peu questionnaire de Proust. Donc, on va s'échauffer tranquillement avec ce petit questionnaire qui est un questionnaire un peu général sur le sport. Tiens, si tu étais un sport, tu serais quoi? Le rugby. Si tu étais un champion? C'est difficile, j'ai du mal à... Serge Blanco. Si tu étais un coach? Arsène Wenger. Si tu étais un président d'un club d'un autre sport? Celui de Real de Madrid. Je sais pas comment il s'appelle. Florentino Pérez. Ouais. Si tu étais un stade? Chaban-Delmas. Non mais il est tellement merveilleux ce stade, je peux pas répondre à autre chose, il est trop beau, je l'aime. Je suis complètement d'accord avec toi. Si tu étais une émotion de sport? Dans les vestiaires après une victoire inattendue. Et si tu étais un geste de sport? La dernière passe qui fait marquer un essai. Ce qu'on appelle au foot une passe décisive. C'est ça. Au rugby, c'est bon. Ouais. Ça se dit de plus en plus, mais c'est pas dans notre culture. Arsène Wenger, tiens, je rebondis sur Arsène Wenger, c'est une référence. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est rare de rencontrer un manager qui présente autant de qualités. C'est-à-dire que le mec, tu sentais qu'il pouvait être président de club, manager et entraîneur. Et sans avoir fait une grande carrière de foot, je crois aussi me souvenir qu'il était très axé sur la formation, intelligence redoutable, humilité et efficacité, quoi. C'est un mec qui a vraiment réussi. Donc je trouve que c'est le prototype du manager idéal. Tu es toujours à la recherche du manager idéal ou tu l'as trouvé? Mais tu sais, il ne faut pas s'emballer, mais franchement, je m'entends très très bien avec Yannick et le sentiment que j'ai, c'est que c'est le manager que j'espérais et que j'attendais et qui me correspond le plus. Mais on est au début, tu sais, c'est comme dans un couple. Au début, tout va bien. Alors justement, tu es dans un couple, mais bon, c'est des choses que tu as vécues aussi dans l'entreprise, dans une première vie, parce que ta vie d'entrepreneur, tu as raconté à Toulouse. Comment ça se fait que tu es parti tout seul, on va dire, à l'abordage pour lancer une société, reprendre une société? Tu en as fait 2, je crois. Hein, ouais. Et qu'est-ce qui t'a guidé? Bon. Déjà, tu sens que tu as la fibre du chef d'entreprise ou pas. Moi, je l'ai senti très, très jeune. Et à 20 ans, je crée ma première société à Bergerac, Publitel, qui existe toujours, pour vendre des briquets publicitaires sur une idée de mon père. Mon père est important dans ma vie.
Et voilà, je commence à développer ça. Et puis très vite, je me dis, ouais, c'est sympa les objets publicitaires. Mais très vite, je suis attiré par le textile publicitaire. Et t'en es au début du textile publicitaire. Tu commences à avoir des t-shirts sur le Tour de France, tu vois, les trucs qu'on te balance. Et tu vois les gens, même les plus riches, faire n'importe quoi pour récupérer un t-shirt dans un congrès, ou une casquette ou un stylo, bref. Et donc je commence à partir sur le textile publicitaire, et puis ça se développe. Je rachète un atelier de sérigraphie à côté de Bergerac, à la Monzie-Saint-Martin. Là, très vite, je me dis, bon, je vais quand même pas rester à Bergerac dans mon atelier, donc je commence à démarcher sur Paris, et j'arrive à convaincre des grosses entreprises d'être leurs fournisseurs. Voilà. Puis ça grossit comme ça, et puis un jour, je dis, ouais, mais c'est bien, mais on a du mal à se fournir quand même. Donc, je commence à entendre dire que Hanes et Fruit of the Loom, les deux marques légendaires américaines, arrivent sur le marché européen, prennent des grossistes distributeurs pour vendre leurs t-shirts. Et je me dis, tiens, c'est peut-être encore plus intelligent de vendre des t-shirts en tant que négociant à des sérigraphes plutôt que d'être soi-même sérigraphe. Et c'est comme ça que je démarre Toptex, en rachetant une société à Toulouse, parce que le représentant de Fruit of the Loom me dit, on a un petit distributeur à Toulouse, le couple est un peu âgé, je pense qu'ils sont vendeurs. J'ai pris ma voiture, j'y suis allé, et au retour, je savais que j'allais acheter. C'est comme ça que démarre l'histoire de Toptex. À ce moment-là, quand on démarre une aventure comme ça et qu'on est jeune, c'est un peu comme quand tu as repris l'UBB. Est-ce que tu es... bon, on imagine que tu es guidé par le challenge, mais il n'y a jamais le doute, tu es sûr de réussir quand tu fais ça si jeune? Ouais. Ouais, l'entreprise, oui. Le club, j'ai eu des moments de doute, beaucoup plus. Mais l'entreprise, oui, parce que, on en parlera peut-être tout à l'heure, le rugby, tu as du mal à contrôler ce qui se passe. Le sport en général, je veux dire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de milliardaires qui se sont plantés. Les entreprises, tu contrôles, tu maîtrises. Ça dépend quand même beaucoup de toi. Tu vois, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de carton jaune, carton rouge, de méforme. C'est toi. C'est toi qui es sur le terrain, l'entreprise. Donc tu maîtrises, tu sais où tu veux aller, tu sens les choses, tu es déterminé. Donc l'entreprise, j'ai pas eu de doute. Tu n'as pas eu de doute, mais tu t'es entouré comment? Enfin, Parce qu'aujourd'hui, tu as combien de personnes? 500 personnes, et on fait 280 millions d'euros. On achète en Asie, on achète en Europe, on revend dans toute l'Europe. Mais c'est vraiment une aventure humaine, hein, mes boîtes. Hein. Je recrute une première fille parce que c'est la voisine de ma cousine de Toulouse. Et puis le premier commercial, c'est un gars avec qui j'ai joué au Stade Toulousain en junior. Et puis ma directrice financière aujourd'hui, c'est la meilleure copine de la première que j'ai embauchée. Et puis je fais venir Laurent Davin, qui est aujourd'hui le directeur commercial, avec qui j'ai joué à Toulouse. Mais quand je vais le chercher, il joue à Limoges et il est concierge chez Bernardo. C'est que des histoires comme ça. C'est que des rencontres humaines. Ma famille, mon frère et ma soeur travaillaient avec moi. Ça a toujours été au feeling. Je ne me suis jamais embarrassé de savoir s'ils avaient des diplômes ou pas des diplômes. Pour moi, ce n'est pas un problème. S'ils ont des diplômes, ben, tant mieux. Mais s'ils n'en ont pas, ils ont peut-être quelque chose en eux que tu peux aller chercher. Et j'ai surtout misé sur des gens engagés, fidèles, pragmatiques, guerriers, voilà, dans l'entreprise. Ouais, c'est pas ce qu'on entend. Souvent, il y a une forme de rationalisation des profils, on essaye de miser sur la complémentarité, la vision, etc. Enfin, c'est vrai quand il y a toute une... Mais je te cache pas que, tu sais, quand tu grossis, tu parles de plus en plus avec les banquiers, tu as des fonds d'investissement qui viennent voir un peu ce qui se passe, ton expert comptable, tes commissaires aux comptes, etc. À chaque fois, ce qui en ressort, c'est que la boîte est atypique dans son organisation, mais ils reconnaissent qu'elle est pragmatique, organisée et efficace. Mais c'est vrai qu'on a souvent été un peu atypique. Atypique. Est-ce que tu t'es construit comme ça aussi dans la construction du club de l'UBB? Oui. Oui. Mais là, comme je disais tout à l'heure, il y a eu plus de doutes, il y a eu des erreurs, parce que c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que longtemps, l'UBB a eu cette image un peu de club universitaire ou un peu de bohème. Hein. On n'était pas ultra structuré. Très rapidement, on a cherché à surtout jouer au rugby. Moi, j'ai adoré cette période. Elle était rafraîchissante.
On était... Et tu parles de la période 2007 jusqu'à l'accession, même jusqu'à 2015 à peu près? C'est à peu près ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est 2007-2015, jusqu'à... quand on commence, tu sais, à viser les qualifications, la Champions Cup. C'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment structurer et changer un petit peu d'état d'esprit, parce que sinon, c'était hyper sympa, mais le haut niveau en sport, il ne permet pas ça. Il le permet qu'en partie. Ouais. Le sport, tu le disais, il y a les aléas. On va dire le terrain que tu ne maîtrises pas, c'est la grande différence avec l'entreprise, en fait. Ah ouais. Tu as tout un tas de paramètres. Tu as ce qui se passe sur le terrain, qui est le plus important, le plus compliqué. Les blessures, l'état d'esprit des joueurs, l'arbitre, le vent. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu fais tout pour que ça se passe bien, mais tu n'es pas acteur finalement. Tu es organisateur, mais tu n'es pas acteur. Donc quand tu n'es pas acteur, tu subis. Et ça, c'est le côté frustrant et très difficile. Et c'est pour ça que je te disais qu'il y a des gens qui ont des réussites extraordinaires dans la vie professionnelle et qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent dans le sport professionnel. On l'a vu au foot, on l'a vu au rugby. Parce que non seulement ils ne sont pas acteurs, mais en plus ils n'ont pas tous les codes et donc ils maîtrisent encore moins la mise en situation, la mise en scène. Il y a aussi la gestion des talents. Toi, tu l'as dans l'entreprise aujourd'hui. On entend beaucoup d'entreprises qui disent qu'aujourd'hui, depuis le Covid notamment, l'un des points centraux, c'est justement garder les jeunes, les talents, etc. Mais toi, tu as connu autre chose aussi avec l'UBB. Est-ce qu'il y a des parallèles que tu peux faire entre les deux, garder un talent dans l'entreprise et recruter des talents en sport? C'est quoi la différence? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas de point commun. Aujourd'hui, dans l'entreprise, tu as du mal à fidéliser les jeunes qui ont du talent, non pas parce qu'ils ne vont pas croire en ton entreprise et qu'ils veulent aller trouver quelque chose de plus ambitieux, simplement parce qu'ils ont un style de vie, des priorités dans la vie qui font qu'ils ne veulent pas forcément se tuer au boulot ou rester toujours dans la même entreprise, pas pour mieux, mais pour différent. Le jeune talent en rugby, c'est différent. Le jeune talent en rugby, si tu es en Pro D2, il veut aller en top 14. Si tu es en bas de top 14, il veut jouer une équipe qui joue la qualif de top 14. Si tu es une équipe qui joue que la qualif de top 14, il va aller dans celle qui joue les titres. Voilà. Donc c'est pour ça, je crois que c'est différent. D'accord, mais le recrutement, toi tu passes du temps, par exemple, à choisir ton premier cercle de collaborateurs à Toptex et à les fidéliser, à éviter qu'ils partent. Enfin, tu fais attention à ça, un petit peu comme ton staff technique à l'UBB? Je crois que si tu te comportes bien, si tu es reconnaissant, si tu es respectueux, si tu partages, ton premier cercle, il reste avec toi. Et si ton premier cercle n'est pas de qualité, en général, de toute façon, ton entreprise ne se développe pas. Ton entreprise, ton club, se développe parce que tu impulses. Tu crois en des choses, tu travailles pour. Mais très vite, tu as besoin de gens autour de toi qui sont câblés comme toi. Si tu les trouves, ça se développe. Moi, je me suis toujours attaché à deux choses une fois que tu as ça. Dans ma profession, j'ai très vite compris que ce qui ferait la différence, c'était le produit. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les produits. Quels sont les produits qu'on doit proposer? Et dans le rugby, j'ai très vite compris que c'était les joueurs et que donc il fallait passer un temps très important sur le recrutement. Et c'est vrai que j'ai passé une partie de ma vie à faire presque que du recrutement. Tu vois, ma vie se cantonnait à la gestion de mon entreprise, la gestion de mon club, et le reste du temps, en dehors de quelques soirées, quelques week-ends bien sûr, c'était de regarder des vidéos pour trouver les talents que les autres n'avaient pas vus. Mais on en a trouvé à l'UBB. L'UBB a réussi à recruter des joueurs qui n'auraient jamais dû être à l'UBB, parce que les autres travaillaient moins, que nous on travaillait très dur pour les faire venir. Quand tu dis nous, c'est toi? Oui, c'était beaucoup moi, c'est vrai. Non, parce que tu as eu cette caractéristique d'être un peu un président, recruteur, ouais, un peu manager, quoi. Enfin, un petit peu manager au début, mais ça c'est le début, tu es fougueux, c'est comme un chef d'entreprise qui au début est un petit peu dans tous les services, on va dire. Ouais. Après tu grossis, tu comprends qu'il ne faut surtout pas trop interférer sur les missions des personnes qui t'entourent, parce que sinon tu fais du mauvais travail. D'accord. Et c'est quoi ta plus grande fierté de président recruteur? Ouais, ça, c'est qui, je veux dire? Ouais, Camille Lopez, je pense. Parce qu'il fallait le voir, Camille Lopez. Il fallait deviner. Ouais. Camille Lopez, il était à Moléon. Qui était à Moléon. J'ai des très bons amis à Moléon. Il me dit, Laurent, on a vraiment un très très bon joueur. Et un jour, j'y vais.
le voir jouer sur un match de maintien contre le Boucau. Et c'est vraiment le petit gros. Et c'est vraiment le petit gros qui, au bout de 2 actions, met les mains sur le genou. Mais tu analyses son match et il avait tout fait sur le match. Des drops, des passes sautées, des franchissements, des chandelles, des coups de pied, des plaquages, tout y était. Et je me dis, c'est pas possible, ce gamin, c'est vraiment pas un athlète, mais il a un talent fou. Voilà. Et donc quand il arrive, Ludovic Lousteau me dit, Laurent, tu m'as recruté un talonneur pour les Crabos ou un demi d'ouverture d'avenir? Il y a un demi d'ouverture d'avenir. Voilà. Mais il aurait réussi même sans venir à l'UBB. C'est pas grâce à moi qu'il a réussi. Simplement, c'est une belle trouvaille parce qu'il fallait vraiment voir le talent derrière un physique qui ne prédestinait pas au haut niveau, mais bon, il est encore en haut niveau. Ouais. Il y a eu aussi dans cette équipe-là, on va dire, ta première équipe de version top 14, on va dire, à l'UBB, il y a aussi Blair Connor qui était une bonne pioche. Oui, de toute façon, l'année où on monte, il y a plein de bonnes pioches. Avec une part de chance, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en plus. Tu vois, on pourrait citer aussi Olé Avei, Aini Adams, Matthew Clarkin, on connaissait, les autres, ils étaient un petit peu plus connus. Il y avait Andrew Mailei, Justin Pearl, Cameron Treloar, il y a eu plein de belles trouvailles. Mais ce sont des recrutements de joueurs étrangers qui avaient quand même déjà joué à un certain niveau. Camille, il avait 19 ans, il jouait à Moléon en fédéral. Ouais. Il y a eu autour de ton premier cycle aussi plusieurs managers qui se sont enchaînés. C'était pas il n'y en avait pas 2 par saison, hein, mais il y en a eu quelques-uns. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce turnover, entre guillemets, selon toi? Ils ont tous amené un truc. Ça, c'est important. Tous, à leur manière, ont participé à la construction du bébé et ont amené quelque chose. Le premier, c'est Delpoux. C'est celui qui nous fait monter. C'est celui qui a l'œil rugby. C'est celui qui met en place le jeu offensif de l'UBB, que Vincent, après, a entretenu. Mais c'est vraiment Marc, le père fondateur du jeu offensif de l'UBB. Mais Marc, après, nous, on monte, mais il est appelé par Perpignan. Il a un meilleur contrat, il a de meilleurs... voilà. Et là, je lance Raphaël Ibanez, qui a une carrière qu'on connaît tous, et je me dis, Raphaël, il n'a jamais entraîné, il n'a jamais managé, mais c'est un mec posé, c'est un mec intelligent, et il va nous faire progresser sur le haut niveau, parce qu'il connaît le haut niveau. Bon, il fait son temps, il fait 5 ans à l'UBB, puis après, tu sais, un groupe, il y a des cassures dans le groupe. Voilà, puis après, on a eu une période où je vais chercher Jacques Brunel, puis Jacques, il part en équipe de France, puis là, il y a du flottement, il y a Rory Tig, puis je garde par Rory Tig, puis je prends Joe Worsley. Ça, ce sont des périodes de flottement. Puis je fais venir Christophe Furios à un moment où l'UBB a le plus bel effectif qu'elle ait jamais eu, peut-être même meilleur effectif que cette année, l'année 19-20, l'année du Covid. Christophe, après tout ce bordel, il amène rigueur et sens du travail. Mais il perd son groupe aussi finalement, et puis avec des résultats bons, mais qu'on aurait pu espérer meilleurs. Voilà, bon, c'est la vie d'un club. Voilà. Le fait de se séparer, on va dire, en cours de saison avec Euro, je crois que c'est la seule fois, à part l'exception Brunel. Lui, il part en cours de saison, Brunel. Ouais, Brunel, mais c'était appelé par la patrie, on va dire. Ouais. Et c'est des blessures, toi, en tant que patron, de devoir de pas aller au bout de l'aventure avec quelqu'un? Tu es plus ou moins blessé humainement selon tes relations. Bon, là, je dirais pas pour lequel j'ai un peu plus souffert ou pas, ce serait pas correct. Mais en général, c'est dur parce que tu te dis, je vais faire mal à un homme, même s'ils savent tous qu'ils sont virés un jour. Hein, c'est l'histoire d'un... Tu peux pas avoir une carrière de manager ou d'entraîneur sans l'être. Tu te dis, je vais faire mal à un homme, je vais le blesser quand même dans sa chair. Donc tu le ressens plus ou moins, mais tu le ressens toujours. C'est jamais agréable. C'est comme quand tu dis à un joueur que tu ne le gardes pas alors qu'il voulait rester. Autre point important quand tu arrives et tu reprends ce club, c'est aussi la double identité entre Bègles et le Stade Bordelais que tu dois réunifier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas Biarritz-Bayonne, mais enfin, en tout cas, ça peut y ressembler un petit peu. Comment on arrive à gérer justement la culture du lieu, la culture locale, quand on est extérieur à tout ça, et qu'est-ce que toi tu as fait de particulier par rapport à ça? Quand j'arrive, j'ai un avantage énorme. Je suis ni Béglé, ni Bordelais. Je suis Bergeracois et je vis à Toulouse à l'époque. Donc j'ai cette neutralité qui m'aide beaucoup. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, et ça rend toujours sympathique, j'amène pas mal d'argent. Tu vois. Donc, et personne ne voulait en mettre. Donc déjà, si toi, tu arrives et que tu en amènes. Et troisièmement, je ne demande rien. Je ne viens pas faire de business, je ne viens pas faire de politique.
Et les gens voient très vite que je suis passionné, que je vais y mettre tout mon cœur. Donc ça s'est fait naturellement. Et quand les anciens faisaient de la résistance, je leur disais la chose suivante. Je leur disais, vous savez, vous avez fait une grande carrière au Stade Bordelais ou à Bègles. On s'en rappelle, vous avez marqué l'histoire de ce club. Et on fera tout pour l'entretenir, mais de grâce. Où voulez-vous voir jouer vos enfants ou vos petits-enfants? À Toulouse, à Bayonne ou à Agen ou à Bordeaux. Voilà. Donc si on s'unit, en respectant votre passé, s'il vous plaît, pensons à l'avenir de vos héritiers et pour que vos héritiers aient un avenir ici, comme vous l'avez eu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont œuvré pour qu'il y ait un grand club ici. Voilà. J'ai travaillé sur ça. Quand tu as repris Toptex, tu as repris des gens qui étaient dans l'entreprise? Non. Non, personne, puisque c'était papy, mamie, et ils étaient dans 100 mètres carrés. Hein, donc, ils faisaient tout et ils sont partis quand ils ont vendu. Voilà. Sur les aléas, tiens, le Covid, ça en a été un quand même pour le club, dur, parce que sportivement, vous étiez très haut. Et professionnellement, voilà, qu'est-ce que toi tu retiens avec ton double profil de cette période? Terrible. Terrible, terrible, terrible. Alors, sur le plan professionnel, tu te demandes ce qui t'arrive parce que, en plus, si tu veux, mes boîtes ont toujours progressé d'année en année. Et tout d'un coup, tu as ton chiffre d'affaires qui baisse, ta rentabilité qui chute, et tu ne sais pas comment ça va repartir. Mais, paradoxalement, au bout de 3-4 jours, on est tous enfermés, je me dis, non, ça va repartir, et j'en profite pour travailler jour et nuit sur le lancement de nouvelles marques et de nouveaux produits. Ce qui fait que quand on est sorti du Covid et que finalement l'économie a redémarré aussitôt, on a eu une explosion de notre chiffre d'affaires puisque nos concurrents n'ont plus rien fait et nous on est arrivé avec plein de nouveautés. Bon, voilà, ça c'est l'instinct du chef d'entreprise, tu peux te planter, ça aurait pu être l'inverse. Hein. Bon, ça a marché. Donc, t'es inquiet parce que ça chute, mais très vite je me dis non, mais ça va redémarrer de plus belle et je vais profiter de ce temps libre pour remettre toutes mes collections à jour et réfléchir à ce qu'il faut faire. Sur le rugby, je vis un drame parce qu'on est premier du championnat largement, toutes les planètes sont alignées, on a un effectif de rêve, La Rochelle est en difficulté, Toulouse est fatigué, ils ont des blessés, ils sortent du tournoi. Et je ne vois pas vraiment de concurrents qui sont meilleurs que nous. Tu dis rien, parce que tu arrives de nulle part, mais tu dis, je crois que c'est vraiment, vraiment, vraiment la bonne année. Et là, il te sort un truc qui arrive une fois par siècle. Et comme me disait Paul Gauze, depuis qu'il y a un championnat professionnel, enfin un championnat d'élite de rugby en France, il faut savoir qu'il n'a été arrêté que 2 fois. Voilà. Une fois, je crois que c'est 39-40, mais après ils ont continué. Et pour le Covid, l'année où moi, après 15 ans de boulot, je me dis qu'on va peut-être enfin gagner. Je l'ai très, 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 très mal vécu et je me le traîne encore et parce que je le vis comme un truc hallucinant. Et comme je sais que t'as beau bien travailler, tu n'auras peut-être pas un titre, je me dis c'est quand même incroyable que... Alors on l'aurait peut-être pas été, c'est ce que nous disent tous les gens qui jouent au rugby le savent, mais au fond d'eux, ils savent aussi quand même qu'on était quand même bien favoris. Ouais. C'est justement cette quête du titre. Voilà, le jour où ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas sûr ça. Non, mais à un moment, il faut bien travailler. Voilà, mais qu'est-ce que tu t'es déjà projeté sur ça ou pas? Parce que bon, on est dans l'anticipation quand on est un entrepreneur. Là, le post-succès, qu'est-ce qui se passerait en fait? Non, mais je crois que si un jour on a le bonheur d'avoir un titre, première chose qu'on voudra, c'est un second titre. J'ai pas, en général, quand tu es compétiteur, que tu aimes ton sport, tu peux pas te contenter d'un titre. Est-ce qu'à ce moment-là, je me détendrai un petit peu? Oui, sûrement. Est-ce que j'essaierai de travailler différemment et de plus m'entourer? Oui, sûrement. Mais on en voudra d'autres. J'ai pas eu l'impression que Toulouse ou La Rochelle aient eu envie de s'arrêter d'avoir d'autres titres. C'est pas possible, ça. C'est important d'avoir des concurrents comme Toulouse et La Rochelle? Parce que tu les cites beaucoup. Mais je les cite beaucoup parce que c'est les 2 clubs qui ont le mieux travaillé sur ces dernières années. Toulouse, ça fait longtemps. La Rochelle a mieux travaillé que les autres et donc a eu 2 titres de champion d'Europe, mais toujours pas de titre de champion de France. Ouais. Tu vois à quel point c'est dur quand même.
Et donc moi, j'ai jamais eu de problème à parler des gens qui avaient réussi. Ils m'ont toujours plus motivé que je jalouse pas la réussite. J'aime la réussite. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font mieux que l'UBB? Ben, ils ont été plus malins sur le recrutement. Les structurations de clubs, elles sont assez identiques. Mais à un moment donné, ils ont eu des opportunités pour bâtir un pack de mammouth. Je parle de La Rochelle, là. Et ils ont bâti un pack de mammouth. Et bon, le rugby, j'avoue, j'ai mis du temps à comprendre. Il faut quand même que tu sois fort devant plutôt que brillant derrière. Voilà. Fort devant d'abord. Ouais. Mais... Et Toulouse, Toulouse, j'étais en Réchelle là-bas quand ils commençaient à tout gagner. C'est Robert Bru, c'est Villepreux, Scrella qui ont insufflé un truc, Jean Fabre qui a été un président magnifique, et derrière ils ont su travailler, mais eux ils ont tout. Eux ils sont forts devant, agressifs, ils savent jouer au rugby, ils forment. C'est un club qui a de l'avance. C'est le Real de Madrid. C'est l'ambition, c'est de faire ça Ouais. Moi je trouve que le Stade Toulousain est un modèle très inspirant, et c'est ça que j'aimerais qu'on devienne, mais je trouve qu'on est en train de le devenir. Comment tu vois l'avenir, toi, du rugby? Enfin, le rugby professionnel aujourd'hui, il n'a cessé de progresser. On a, entre guillemets, tout fait pour qu'il ne devienne pas le foot. Et est-ce qu'on peut faire un bilan et entrevoir quelques perspectives? Moi, je trouve qu'en effet, il y a de l'excellent travail qui a été fait, avec des périodes où c'était moins bon, mais ça a été corrigé. La Ligue, depuis qu'elle existe, a super bien travaillé. Super bien travaillé. Elle a su mettre en place progressivement des règlements qui ont porté le rugby français. Et aujourd'hui, on est quand même arrivé à un sacré résultat parce qu'on a une formation ultra performante. On a une équipe de France où il y a beaucoup de talent. On aurait pu gagner la Coupe du Monde. On aurait dû gagner la Coupe du Monde. C'est le haut niveau, ça joue à rien du tout. Là, c'est normal qu'il y ait un redémarrage un petit peu compliqué. Il y a déjà des remises en question et ça va repartir. Mais globalement, si tu veux, entre les efforts sur la formation, les GIF, le salary cap. Sans le salary cap, le rugby français allait exploser. Si tu n'as pas de salary cap, tu tues le rugby français. Ça, il faut maintenir le salary cap. Tout est mis en place pour qu'on continue à être un très très grand pays de rugby. Je mettrai 2 bémols. Le premier, c'est que je pense que notre côté latin fait qu'on n'est pas encore assez dans le travail, dans la rigueur et dans le détail, et que quand même nos joueurs sont un petit peu trop dans le confort. Ça se sent. Tu vois, c'est les détails du haut niveau qu'il faut corriger pour devenir les champions. Et le deuxième bémol que je mettrai, il est impératif de gagner la bataille géographique du rugby, c'est mieux. On a 2 clubs à Paris, tout ce qui se passe autour de Lyon a toujours existé, mais c'est pas mal. On a Vannes qui est en train d'arriver, mais il faut demain qu'il y ait un grand club en Bretagne, ce sera peut-être Vannes, à Lille, à Strasbourg, c'est capital. Et quand il y aura Vannes, il faudra qu'il y ait Nantes et Rennes qui soient au moins en Pro D2. Il faut absolument répandre le rugby sur le plan géographique. Parce que tu vas générer encore plus de champions. Sur ces territoires, il y a des champions en herbe qui ne le savent pas, mais forcément, tu as des champions en herbe. Deuxièmement, parce que le rugby, c'est un sport merveilleux qui participera à aider cette société à l'améliorer pour pas qu'elle parte trop à volo, comme elle est en train un peu de partir à volo, je trouve. Et troisièmement, ça bénéficiera à l'ensemble du rugby, y compris sur le plan économique, parce que si demain tu es réparti géographiquement, économiquement, tous les clubs pourront trouver des sponsors plus facilement. Qu'est-ce que tu as appris, toi, du sport, là, depuis que tu as pratiqué jusqu'à aujourd'hui, où tu diriges un club professionnel? Bon, il y a plein de chouettes sports, mais pour moi, le rugby reste le meilleur pour te construire en tant qu'homme ou en tant que femme, puisqu'aujourd'hui, le rugby féminin se développe énormément. Parce que, excuse-moi, on va encore dire, tu sais, des clichés, mais c'est tellement vrai, il faut y avoir joué pour vraiment le comprendre. Ce sport, quand même, quand tu arrives, et que tout d'un coup, tu vois qu'il y a le petit maigre, le grand gros, le petit gros, le grand maigre, enfin, il y a tout. On le sait, il y a tous les gabarits, même si ça s'uniformise un peu.
que tu comprends qu'avant les matchs, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tu as joué, François, tu le sais. On a tous peur. C'est pas la peur malsaine, mais tu te dis, c'est quand même un sport de combat collectif. Tu vas affronter des mecs. Tu sens que tu as peur. Et que tu vois que tout le monde se resserre. Que le grand gros se dit, il faut que le petit maigre il soit bien dans son rôle. Que le petit maigre se dit, le grand gros, j'ai besoin de toi là-dessus. C'est quand même fabuleux. Et c'est pour ça qu'on parle après d'humilité, de solidarité, de respect. Humilité, parce que tu sais qu'en face, même un petit mec peut te surprendre. Solidarité, parce que tu vois bien que tu as besoin de tout le monde, de resserrer, que chacun soit bon dans son rôle. Donc, je trouve ça assez magique comme sport. Il est en phase avec les valeurs de la société, justement, ce sport? Est-ce qu'il n'est pas trop dur parce que physiquement, il est dur, il faut se faire mal, il fait froid l'hiver. Enfin, on est aussi dans une société de confort, entre guillemets. Oui, on est dans une société de... Pardon. Non, mais est-ce qu'il est toujours en phase avec les valeurs de la société? Mais non, mais c'est la société qui est de moins en moins en phase, mais pour des mauvaises raisons. Parce que, bon, société, on est dans le confort globalement en France. Bon, tant mieux quand même, parce que quand tu vois les conditions de vie dans d'autres pays, c'est terrible. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la perte du respect, la perte des références, la perte des efforts. C'est ça qui m'inquiète. La perte de solidarité, c'est ça qui m'inquiète. Même si, tu sais, je me dis toujours, rappelle-toi que tes grands-parents disaient la même chose de tes parents et que tes arrière-grands-parents disaient la même chose de tes grands-parents. Ça, c'est la vérité. Mais quand même, il y a des limites à tout ça. C'est vrai. On va faire un petit questionnaire qui a un lien entre l'entreprise et le sportif. Je vais te donner un nom d'un joueur ou entraîneur passé par l'UBB et tu vas me dire où toi tu l'aurais mis, soit dans ton groupe Toptex, Cariban, ou dans une autre entreprise. Tiens, un joueur actuel, Mathieu Gélibert. Ah ben lui, je le mets au digital. Un joueur actuel, Nance Ducoing. Oh là là, t'es obligé de le mettre au comité d'entreprise, service animation. Passé, Vincent Moscato. Je te le mets chef de dépôt, lui, tu vas voir. Un joueur passé, Louis-Benoît Madol, qui a été ton capitaine, notamment au début des années 2010. Ouais, Louis, je pense que tu peux le mettre aux responsabilités commerciales. Un coach passé, Vincent Etcheto. Tu vas le mettre avec Nance, je crois. Un coach passé, Raphaël Ibanez. Raph, je le mets DRH. D'accord. Un coach passé, Christophe Furios. Chef de dépôt. Le manager actuel, Yannick Bru, il le met où? C'est plus câblé. Yannick, tu peux le mettre à un poste de direction dans une entreprise. Un coach connu dans notre sport, tiens, José Mourinho. Non, mais José Mourinho, je ne le prends pas. Un collègue président de club que tu débaucherais. Un collègue président de club que je débaucherais pour faire quoi? Pour dans l'entreprise? Ouais. Didier Lacroix. Tu le mettrais où? Didier, il est chef d'entreprise dans l'âme, mais en plus, il connaît mon job, il a une capacité à être directeur général, bien sûr. Bon, allez, on va se quitter avec une petite minute, ce que j'appelle minute RSE. Si tu devais me parler d'une association caritative qui te tient à cœur, de laquelle tu me parlerais? C'est pas tout à fait une association, c'est une fondation, c'est Bordeaux Mécènes Solidaire. J'en suis le parrain. Et franchement, je sais pas s'il y a beaucoup de fondations comme celle-là, mais celle-là, elle est incroyable. Tu as des gens, j'admire parce que qui passent leur temps, ils en font leur métier à aider d'autres gens. Quand tu aides d'autres gens, tu n'évolues pas toujours dans des milieux hyper gays, tu vois ce que je veux dire. Et cette fondation, elle choisit des associations qui ont des projets, elle ne fait pas n'importe quoi. Elle ne donne pas l'argent pour donner l'argent, et elle les accompagne. Et c'est que des réussites. Et là, tu découvres que même à Bordeaux, tu vois, très belle ville, ville riche, tu as un paquet de gens dans la pauvreté comme tu n'as pas idée. Alors on pense tout de suite à l'enfance, mais tu as les femmes seules, tu as les femmes battues, tu as les gens qui sont complètement exclus. Ils disent pas on va faire que l'enfance, ils s'attaquent à tout un tas d'associations qui défendent des causes. Et là, tu découvres des gens qui montent ces associations et qui donnent de leur temps. Je suis assez impressionné. Bon, Bordeaux, Mécènes Solidaire. Association à retenir. Juste sur deux questions sur l'année qui arrive.
Les JO, tu vas les vivre comment? C'est quand même un grand événement en France. Ouais. Tu es un sportif dans l'âme. Comment ouais. tu vas les vivre? Tu sais, les JO, heureusement que ça existe parce que ça regroupe quand même tout un tas de sports dont on ne s'occupe pas assez tout au long de l'année, avec des athlètes incroyables qui vivent un peu dans l'ingratitude parce que ce sont des athlètes incroyables, ils font des efforts incroyables, ils ont peu de rémunération, peu de reconnaissance, peu d'exposition médiatique. C'est vrai, globalement, à part les grands champions. Donc qu'une fois tous les 4 ans, il y a ces Jeux Olympiques où enfin tu peux les admirer à leur juste valeur, les reconnaître, je trouve que c'est fabuleux. Donc comme je fais partie de ces gens qui ne suivent pas certains sports et certains athlètes, c'est le moment où je m'y plonge et où je mesure combien c'est assez incroyable d'avoir de tels athlètes. Donc toi tu vas les vivre supporter devant la télé ou tu vas aller sur des événements? J'essaierai certainement d'aller sur un des événements pour... Je crois qu'il y aura du foot à Bordeaux. Hein. Ouais. Notamment, même si le foot n'est pas forcément le premier sport auquel on pense quand on pense non, c'est pas celui que je pense. Dernière petite question, des petits questionnaires. Tiens, est-ce que tu as un livre de chevet? Non, pas vraiment. Non. Est-ce que tu as une phrase, une citation, un mantra qui te suit Ouais. Oui. J'aime... Alors, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a une phrase qui dit il ne savait pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'il l'a fait. Parce que je crois que c'est vrai ça. Et que tout n'est pas dans les théories et dans les bouquins. Et que parfois, tu sais, tu te lances un projet où si tu l'étudies trop, tu vas dire qu'il ne faut pas y aller, que ce n'est pas possible. Mais des fois, il vaut mieux pas trop étudier et partir avec sa rage, sa passion et son instinct. Et ça peut arriver. Bon, c'est un beau mot de la fin et on voit un petit peu vers quoi ça peut se diriger. Voilà, autant pour Toptex Cariban que pour l'UBB. Voilà, c'est cette année 2024, on te la souhaite magnifique. Merci en tout cas, merci, François. Laurent, d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Partagé. One, two, trio.